Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 14e table ronde intitulée Faire de nos entreprises des actrices de la transition bas carbone. Dans cette table ronde, nous allons discuter des leviers pour inciter les entreprises à réduire leur impact sur le climat et à participer à la transition bas carbone. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons regarder une allocution vidéo de Monsieur le ministre Bruno Le Maire sur le sujet. Bonjour à tous. Je voudrais remercier mon ami le député Anthony Sellier d'avoir organisé ces journées autour du climat et notamment sur la question clé de l'engagement des entreprises pour la réduction des émissions de CO2 et la lutte contre le réchauffement climatique. Il est évident que les entreprises auront un rôle absolument décisif à jouer pour gagner la bataille contre le réchauffement climatique. Sans elles, on ne peut pas y arriver. Et le rôle du gouvernement, c'est d'inciter justement les entreprises à accélérer la transition écologique. C'est tout l'objet du plan de relance, notamment pour les entreprises manufacturières et les entreprises industrielles. Nous allons consacrer beaucoup de moyens du plan de relance à accélérer la décarbonation des sites industriels pour que nos sites émettent moins de CO2. Nous allons consacrer beaucoup d'argent pour que les entreprises fassent de la rénovation énergétique des bâtiments. 2 milliards d'euros sur la rénovation énergétique des bâtiments privés et le reste sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous allons aussi investir massivement 7 milliards d'euros dans les technologies de demain, je pense en particulier à l'hydrogène. Parce que c'est avec l'hydrogène, un hydrogène vert, produit à partir d'une énergie décarbonée, que nous pourrons accélérer encore plus cette transition écologique, réduire les émissions de CO2 et gagner la bataille contre le réchauffement climatique. Moi, j'ai bon espoir, par exemple, que l'ensemble des sites industriels pourront utiliser l'hydrogène le plus vite possible. Que d'ici 2035, nous aurons un avion qui pourra fonctionner à l'hydrogène et que cet avion sera européen. Enfin, je rajoute un volet qui n'est pas spécifiquement dans le plan de relance, mais sur lequel je me bats depuis maintenant plusieurs années, c'est celui de la finance. Si nous voulons réussir la décarbonation de l'économie, il faut non seulement que l'industrie manufacturière fasse sa part du chemin, mais il faut aussi que la finance soit verte. C'est-à-dire que notre argent, notre épargne, finance des projets verts, finance des projets de décarbonation et nous sommes totalement engagés dans ce domaine-là, dans cette volonté de mettre en place une finance verte. Un tout dernier mot enfin pour vous dire que tous ces projets n'ont de sens que s'ils sont portés aussi au niveau européen. Ça ne sert à rien de réduire les émissions de CO2 à l'intérieur de nos frontières si nous réimportons le même montant ou davantage à partir de nos importations venues de l'étranger. Donc il faut que nous arrivions à mettre en place au niveau européen une taxe carbone aux frontières qui nous permette de gagner cette bataille contre le réchauffement climatique et qui nous permette à nos entreprises de se développer dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire celles qui nous permettront d'accélérer la transition écologique. Je vous souhaite de très bons travaux sur ce sujet passionnant où les enjeux sont difficiles, compliqués, mais où il en va de l'avenir de notre planète, et je serai très heureux de lire vos conclusions très prochainement. Merci à tous. Merci à Monsieur le ministre pour cette vidéo qui nous permet d'avoir plus d'informations sur les enjeux stratégiques des pouvoirs publics pour faire en sorte que l'entreprise soit plus décarbonée et faire en sorte aussi de challenge, la relance évidemment, et faire en sorte que cette relance soit compatible avec les objectifs climat de la France. En effet, la France est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Concrètement, ça signifie de réduire nos émissions de 80% par rapport à aujourd'hui. Cela veut dire que c'est un défi colossal qui veut dire construire, se déplacer, produire sans émettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour nos entreprises, elles vont devoir faire face à des mutations profondes des systèmes socio-économiques et devoir être actrices de ces mutations. Donc pour répondre à la question comment nos entreprises peuvent être actrices de la transition bas carbone, j'accueille aujourd'hui 4 invités. Tout d'abord, Madame Marie Lebec, députée de la 14e circonscription des Yvelines. Bonjour Madame la députée. Nous accueillons également Madame Claire Tuteny. Claire, vous êtes déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement, qui réunit une quarantaine de grandes entreprises qui travaillent ensemble pour intégrer les enjeux du climat dans leurs stratégies et leurs opérations. Bonjour Madame Tuteny. Nous accueillons également Monsieur Édouard Faudrin. Monsieur Faudrin, vous êtes ingénieur à l'ADEME, responsable de l'initiative ACT, ACT, qu'on abordera en détail par la suite, qui permet aux entreprises d'intégrer le climat dans leur stratégie.
Vous êtes également spécialisé sur l'évaluation des stratégies bas carbone des entreprises. Et enfin, nous accueillons également Quentin Parinello. Quentin, vous êtes responsable plaidoyer sur la question de la fiscalité et des inégalités au sein de l'ONG Oxfam France. Vous êtes également auteur de plusieurs rapports sur le rôle des pouvoirs publics dans la réduction des inégalités, dans l'enclenchement de la transition écologique et également, nous le verrons, sur le rôle des entreprises dans l'aggravement de la crise climatique. Bonjour, Monsieur Parinello. Pour commencer, donc, Madame Marie Lebec, vous avez été co-rapporteuse sur la loi Pacte sur la partie industrie et innovation. Vous avez travaillé également plus récemment sur les propositions du plan de relance avec les députés. Vous êtes actuellement membre de la commission Affaires économiques et vous êtes également présidente du groupe d'études Industrie, compétitivité, attractivité et export. Donc, autrement dit, entreprise, transition et emploi sont des sujets sur lesquels vous travaillez quotidiennement. Je vous laisse donc la parole pour nous donner votre point de vue sur le sujet des entreprises et de la transition. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Aurore. Juste petite rectification, je suis députée de la 4e circonscription des Yvelines, mais il n'y a pas de problème. Je voudrais remercier Anthony pour l'organisation de cet événement et puis également vous saluer tous et j'espère que le débat sur la décarbonation des entreprises sera un débat qui sera riche et qui montrera effectivement que c'est un secteur qui est dans un domaine où il y a un grand nombre d'opportunités. Comme l'a évoqué Bruno Le Maire à l'occasion de sa petite vidéo, le plan de relance sera un vrai levier pour accélérer la transition écologique dans le pays et notamment la décarbonation de notre économie. En effet, sur les 100 milliards du plan de relance qui sont mis sur la table, il y a 30 milliards qui sont spécifiquement destinés au financement de la transition écologique, mais il faut aussi regarder que chaque axe du plan doit contribuer à cet effort en matière de transition. C'est un objectif politique qui est fort, qui est porté par le président et le gouvernement et l'ensemble de la majorité depuis le début du quinquennat, mais sur lequel on doit se servir du plan de relance comme un véritable accélérateur pour investir massivement dans la transition. Vous l'avez très bien rappelé, Aurore, l'objectif on a la volonté d'atteindre un objectif de neutralité carbone en 2050. Or, cette neutralité, elle passe aussi par nos entreprises et c'est le sujet dont on va débattre ce matin. Je trouve que ce débat, on peut l'aborder un peu sous trois angles. On a trois perspectives qui s'ouvrent à nous. Il y a d'abord tout ce qui est les actions sur les process de production et notamment dans l'industrie. On sait que certains secteurs sont très énergivores, ils ont des processus de production qui sont lourds et ils sont générateurs de carbone. Notre objectif, c'est d'aider ces entreprises industrielles à investir dans des équipements qui soient moins émetteurs de CO2 pour atteindre nos objectifs climatiques et puis aussi pour rendre nos industries plus efficientes. C'est aussi malgré tout une demande sociétale d'avoir des entreprises qui soient plus vertueuses. Notre objectif, c'est une diminution de près de 80% des émissions de l'industrie en 2050 par rapport à 2015. Et pour cela, c'est un effort de 1,2 milliard d'euros qui va être engagé sur la période 2020-2022 et dont 200 millions va s'articuler autour de deux volets qui seront des leviers, je pense, qui seront particulièrement utiles. C'est d'abord l'investissement dans des procédés industriels qui seront moins émetteurs, par exemple en électrifiant les équipements qui fonctionnent aujourd'hui à l'énergie fossile. On sait aussi identifier des filières qui sont plus émetteurs que d'autres. Je pense par exemple à la cimenterie, à la métallurgie. Et finalement, avec cette mesure, avec cet investissement dans des procédés industriellement émetteurs, on pourra aider ces sites à se décarboner en soutenant par exemple le remplacement de réchauffeurs industriels ou la conversion des chaudières. Le deuxième mécanisme, c'est la compensation du surcoût de l'énergie décarbonée par rapport aux énergies fossiles. On a de nouveaux mécanismes qui doivent pouvoir compenser les coûts qui sont liés à l'utilisation d'une énergie qui est décarbonée et qui est parfois, aujourd'hui, un peu plus onéreuse que les énergies fossiles. L'objectif, c'est de faciliter finalement la transition vers la chaleur industrielle bas carbone et l'usage des chaudières de nouvelle génération ou la biomasse plutôt que le charbon, le fioul, le gaz, et donc mettre à disposition des entreprises des mécanismes incitatifs. Concrètement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec le plan de relance, ces objectifs ils sont mis en œuvre dans le cadre d'appels à projets, de manifestations d'intérêt, dont certains sont d'ailleurs déjà publiés par la direction des entreprises, la DGE, ou encore par l'ADEME. Moi, je suis
confiante. Je travaille effectivement régulièrement avec des entreprises. Je sais que les acteurs industriels, ils sont conscients de l'impératif de transition. Ils savent aussi que de plus en plus sur certains marchés, c'est un gage à donner d'avoir une production qui soit moins carbonée. Ça a un intérêt environnemental, ça permettra de moderniser l'appareil de production français et de rester à la pointe au niveau international. Elle va d'ailleurs, cette décarbonation, de pair avec la numérisation de nos entreprises. Et je voudrais dire, avant de passer peut-être au deuxième axe, régulièrement, nous avons des échanges avec les entreprises. Elles sont partie prenante de ces réflexions. Elles l'ont été dans le cadre du pacte productif, qui était un peu la dynamique économique qu'on voulait insuffler pour cette deuxième partie du quinquennat. Et donc, on met aujourd'hui en place les outils qui leur permettront d'avoir des process qui soient moins polluants. Le deuxième axe d'action qui porte sur les technologies et les produits réalisés par les entreprises, c'est ce que disait aussi Bruno Le Maire dans sa vidéo. La baisse des émissions, ça nécessite un travail d'évolution des produits et services qui sont créés par les entreprises. Et pour ça, il faut impérativement s'appuyer sur l'innovation. L'innovation, dans le plan de relance, elle se traduit notamment au travers des 3,4 milliards d'euros qui seront ouverts pour la période 2021-2023 au travers du 4e programme d'investissement d'avenir. Elle permettra de soutenir des nouvelles technologies et des produits sur des marchés ou secteurs qui sont essentiels à la transition écologique. Je pense par exemple, mais il y en a d'autres, à la filière agroalimentaire qui doit être une priorité dans cette transition avec un objectif de sobriété énergétique, des conceptions aussi de nouveaux types d'emballage, des nouvelles productions protéiniques. Dans les secteurs, on a d'autres secteurs qu'on peut citer, la mobilité, l'économie circulaire, la ville durable, qui pourront solliciter ces aides à l'innovation et qui prendront en fait plusieurs formes, des subventions, des avances remboursables ou des fonds propres. Vous savez, donc, on a également toutes les technologies autour de l'hydrogène vert qui seront également massivement soutenues, puisqu'il y a un plan hydrogène qui est présenté dans le plan de relance à hauteur de 7 milliards, et ça doit être une des principales priorités, c'est une des technologies d'avenir sur lesquelles on doit s'appuyer. Par ailleurs, on a les investissements dans l'innovation de certains produits et filières qui sont structurants et qui seront massifs. Et là, je pense à deux filières qui me sont particulièrement chères dans mon territoire des Yvelines, que sont l'automobile et l'aéronautique. Il faudra, ces investissements, ils permettent finalement de penser la prochaine génération de véhicules, d'avions, qu'ils soient électriques, hybrides ou hydrogène. Et il faut aussi noter, c'est important, puisque ce sont deux filières qui sont très organisées avec de la sous-traitance, que ces aides, elles ne vont pas exclusivement cibler les grands groupes, mais bien les TPE, les PME, les ETI, et qui pourront s'appuyer sur ces fonds pour innover et également travailler beaucoup plus au travers de consortiums ou de pôles de compétitivité. C'est finalement, et j'en suis convaincue, en investissant de cette manière on pourra structurer une offre de produits, de services qui seront compétitifs à l'international et sur laquelle la France pourra se positionner comme un acteur majeur en matière de technologie verte. Il s'agira aussi de positionner favorablement nos produits sur les marchés, dans l'énergie, les mobilités, la ville durable, et montrer que la France est en capacité de fournir une offre de services sur laquelle on est sobre d'un point de vue énergétique et qui répondent aussi aux impératifs économiques. J'espère que on a, depuis quelques mois, pour entamer un travail de réflexion avec le ministre de l'économie, avec Anthony Sellier aussi, qui organise ces tables rondes sur la question du financement public à l'export et de comment on le verdit. Ça s'intègre finalement dans la logique de dire non seulement la France va travailler sur des produits qui sont moins consommateurs d'énergie, mais elle va aussi chercher à avoir un export qui soit plus vert. C'est pas simplement de dire on veut chez nous un cadre, des produits qui soient moins consommateurs, des entreprises qui soient moins consommatrices d'énergie. C'est aussi dans la démarche qu'on va entreprendre à l'international. Et j'espère que ces réflexions, elles vont aboutir favorablement et que finalement, l'aide publique à la décarbonation des entreprises couvrira l'ensemble du spectre de production. L'innovation de produits en partant de l'innovation de produits, du process industriel et jusqu'à sa promotion internationale pour des produits plus vertueux. Enfin, le troisième axe, et avant de vous céder la parole,
ce sera sur toutes les questions autour de la formation. La transition écologique des entreprises, elle ne pourra se concrétiser que si les salariés sont formés sur tous ces enjeux. Chaque filière a ses propres besoins de main-d'œuvre et également de montée en compétences. Et c'est pourquoi l'État travaille aujourd'hui de manière très étroite avec les filières industrielles, justement, pour répondre à ces besoins. Dans le cadre du plan de relance, on a un certain nombre de mesures qui viennent soutenir cette question du renforcement des compétences. On a bien sûr en premier lieu, et c'est la base, la question autour de l'apprentissage des jeunes sur ces sujets, mais on a aussi le compte personnel de formation qui peut être un levier. Les dossiers de formation sur cette priorité stratégique, qui est la transition écologique, pour les entreprises, pourront être abondés à 100% du reste à charge. Et l'objectif, c'est finalement de former plusieurs dizaines de milliers de salariés à ces enjeux de transition écologique. On peut également citer le volontariat en entreprise vert qui vise au recrutement des jeunes dans des TPE, PME, ETI sur des métiers de soutien à la transformation écologique avec une prime de 8 000 € qui sera versée par la BPI. Donc c'est encore une fois, comme sur la question des fonds pour avoir des produits qui soient plus respectueux de l'environnement, aussi avoir des jeunes qui vont vers les PME, vers les ETI pour accompagner cette transition. Le capital humain, c'est fondamentalement la priorité pour mener à bien cette transition écologique et la décarbonation de notre économie. Pour conclure ce propos, peut-être, il y a 3 enjeux majeurs qui se posent à nous pour réussir la mobilisation des entreprises. D'abord, la connaissance par les entrepreneurs de tous les dispositifs mis à leur disposition, et notamment dans le cadre du plan de relance. Et là, je crois que c'est aux parlementaires aussi d'aller faire cet exercice de maillage territorial, d'aller expliquer quels sont les outils qui vont être votés et mis en place, mais en s'appuyant aussi sur l'ensemble des acteurs qui vont être les relais concrètement de ce plan de relance. La nécessité d'efficacité, de simplicité, de rapidité dans les procédures et les dispositifs qui seront mis à destination des entreprises, et c'est fondamental. On doit être particulièrement vigilant. Plus on élaborera des process qui seront compliqués, moins les entreprises seront incitées à s'emparer de ces nouveaux outils. Et enfin, la cohérence d'ensemble de toutes ces mesures qu'il faudra maintenir. Il y a toujours le risque, effectivement, chacun travaille un peu en silo et qu'on perde l'objectif global de ce plan de relance qui travaille sur la compétitivité, l'innovation, la transition écologique et puis la formation. Et puis, pour ouvrir un peu le débat et vous passer la parole, ce matin, on évoque finalement le sujet de la décarbonation des entreprises, mais on aurait pu aussi formuler ça légèrement différemment et évoquer le sujet de la décarbonation par les entreprises. Il faut que l'ensemble des acteurs soient mobilisés sur cet objectif. Et moi, je crois que les acteurs économiques ont toute légitimité pour s'emparer finalement de ces opportunités. Voilà quelques points de réflexion pour cette introduction. Et puis, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Lévesque, pour cette première intervention très riche avec de nombreux éléments sur les axes de solutions soutenus par les députés de l'Assemblée, et aussi sur les enjeux, les 3 enjeux primordiaux que vous voyez sur la connaissance, la nécessité d'efficacité et de cohérence de l'action des pouvoirs publics. Vous l'avez dit, les acteurs industriels, entreprises sont conscients de l'impératif de la transition. Ils sont aussi partie prenante de vos réflexions. Peut-être on donne la parole à Carte Autonomie sur comment est-ce que l'entreprise s'engage volontairement dans la transition, comment est-ce qu'elle participe à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de PE, et puis peut-être les difficultés rencontrées aussi à s'engager, que vous essayez de lever. Merci, bonjour à tous, merci de m'avoir convié. Effectivement, Entreprises pour l'environnement rassemble, vous l'avez dit, de nombreuses grandes entreprises françaises et internationales, et les premiers engagements volontaires de réduction des émissions datent du début des années 2000. C'est pour dire qu'on a une longue expérience et que cette expérience permet de dire qu'en effet, l'engagement volontaire ne suffit pas et qu'il faut que l'ensemble de la société évolue dans le sens et prenne part activement à cette décarbonation. L'ensemble de la société étant les entreprises, les pouvoirs publics et aussi les citoyens qui sont les salariés, les clients énormément, les électeurs et les épargnants, donc qui ont plusieurs rôles à jouer. Et on est donc très reconnaissant à Anthony Sellier d'avoir pris l'initiative de faire ces 24 heures du climat qui permettent sur tous les sujets de mode de vie et pas seulement sur le sujet entreprise
de faire approprier la transition climatique à l'ensemble de la population et des acteurs et des parties prenantes. Alors, plus précisément, au-delà de ça, les drivers qui font évoluer les entreprises, il y en a trois principaux. Le premier, c'est le marché. Et le marché, c'est-à-dire donc les clients, le grand public. Et pour que ces marchés se développent, les entreprises ont des temps de cycle qui sont très longs. Un investissement industriel, c'est pour plus que 30 ans. Et donc, 2050 pour les entreprises, c'est les investissements qu'elles font aujourd'hui. Le plan de relance est donc un élément majeur de la société qu'on aura en 2050, puisque les investissements qu'on fait aujourd'hui sont ceux qui vont donner les produits sur le marché. Vous avez parlé de l'aéronautique et du véhicule, évidemment. Pour que ces investissements soient rentables, il faut effectivement des mécanismes économiques. Et pour que ce futur soit crédible, il faut de l'investissement. Pour qu'il soit attractif, il faut qu'on pense que le mode de vie seront aussi intéressants, agréables, diversifiés, et que la population ait envie de le faire. C'est pour ça qu'on a fait l'année dernière une étude qui s'appelle Zen 2050, zéro émission nette en 2050, et qui décrit ces modes de vie, mode d'habitation, mode de mobilité, et de façon à ce que les entreprises sachent vers quoi on peut se diriger. Et ça montre des changements drastiques qui rejoignent ceux de la SNBC et qui sont ceux sur lesquels Madame Marie Lebec a déjà donné beaucoup d'éléments pour ce qui concerne certaines industries particulières. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un problème de mécanisme économique, et vous l'avez dit, et je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que le prix du carbone est un élément important pour que les solutions décarbonées soient rentables, moins chères que les solutions carbonées. C'est le bonus écologique sur les véhicules électriques en fait partie. Au niveau industriel, c'est quelque chose de plus général que ça, c'est bien le mécanisme de prix du carbone sur l'ensemble des process industriels qui va conduire à ce que la décarbonation et les investissements dans des solutions décarbonées soient rentables au niveau international, dans un contexte de concurrence mondiale qu'on connaît. Et donc, les entreprises au niveau européen travaillent avec le ministère, avec les autorités françaises qui sont un peu pionnières sur le sujet, à ce mécanisme d'inclusion carbone qui va permettre de faire évoluer les prix relatifs des biens, et ça nous paraît un des chantiers importants sur lesquels il y a un soutien des entreprises très efficace. Donc, la deuxième, alors on a parlé ensuite, Marie Lebec a parlé d'innovation. Il y a un secteur sur lequel il va falloir commencer à faire de l'innovation et qui est, au-delà de la décarbonation des produits, le stockage du carbone. On sait qu'on aura de toute façon des émissions, même si on les réduit de 80%. La neutralité carbone, ça veut dire qu'il faut absorber les 20% qu'on va continuer à émettre. On sait qu'on peut le faire, une partie va être dans des transformations de l'agriculture qui sont profondes, qui sont difficiles, et puis on va garder quand même un certain nombre d'émissions agricoles également, parce qu'on va quand même garder du bétail, du cheptel, etc. Et donc, il y a un ensemble de technologies que bientôt, il faudra qu'on développe, qui sont disponibles technologiquement, sur lesquelles il y a déjà de l'investissement industriel, d'innovation, et qui est le captage et le stockage souterrain de CO2, de façon à pouvoir éviter d'envoyer le gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, c'est ce type d'innovation qui sont des innovations quand même assez réelles, c'est des produits et des services qu'on ne connaît pas encore et qui vont devoir, parce que 2050 c'est bientôt, commencer à être déployés pour absorber le CO2. Il y a un troisième champ sur le marché qui est là aussi qui touche les changements de comportement, qui est l'économie circulaire. Et là, les entreprises sont extrêmement actives aujourd'hui pour faire de l'écologie industrielle, du zéro déchet mis en décharge, zéro déchet incinéré, revalorisation. Et donc, on assiste, on publiera d'ailleurs prochainement quelque chose sur ce sujet, à des transformations dans les mécanismes économiques avec beaucoup de partenariats. C'est assez compliqué, l'économie circulaire industrielle, mais c'est en train d'avancer. Et on espère que le plan de relance va permettre de le faire. Il y a deux autres drivers essentiels pour les entreprises. Le premier, c'est les actionnaires. Bruno Le Maire a fait un appel à la finance. La finance a compris un grand nombre de choses, et notamment l'exigence de la décarbonation. Il y a donc maintenant au niveau international des recommandations très fortes pour que les investisseurs, les détenteurs d'actifs financiers dévoilent, comptent le carbone contenu dans leur portefeuille, le publient,
et du coup prennent des engagements et s'attachent à le réduire. Alors, il faut comprendre que dans le contexte complètement international qu'est le marché financier, il n'y a pas de politique tellement possible. Un investisseur qui n'est pas content dans un pays va mettre son portefeuille dans un autre pays. Donc, on est beaucoup plus dépendant de l'action volontaire et ces incitations. Alors, en France, il y a des obligations, bien sûr, pour les acteurs français, mais il y a des acteurs internationaux qui sont beaucoup plus mobiles. Et donc, cette demande, cette exigence pour la finance va se généraliser. La vigilance du monde financier sur la décarbonation par les entreprises va essentiellement se généraliser si les épargnants le demandent. C'est-à-dire que quand un épargnant va demander à son banquier sur son assurance vie ou sur son livret, je veux que mon argent serve à la décarbonation, ça va avoir un poids important. Et ça doit se transmettre dans toute la chaîne qui va de l'épargnant jusqu'à l'entreprise qui a besoin de cet argent pour investir. Donc, je pense que l'ensemble de cette chaîne financière a commencé à se mobiliser. Le dialogue entre les investisseurs et les entreprises sur le sujet de la décarbonation, il est maintenant systématique. Les chiffres, on va parler des méthodes de calcul des bilans carbone, commencent à être bien fiables, rodés, on sait faire. Et donc, mais il faut vraiment cette poussée de l'épargnant pour l'activer et la rendre effectivement opérationnelle avec un vrai poids sur les entreprises. Et puis la troisième force, c'est les salariés. Marie Lebec a parlé de formation. Au-delà de la formation qui est évidemment un immense chantier, la formation c'est à la fois des conversions, reconversions, mais c'est aussi la transformation de tous les métiers, c'est-à-dire que tous les ingénieurs doivent intégrer ça dans leurs travaux. Tous les gestionnaires doivent intégrer le fait qu'il y aura un jour des prix du carbone, etc. Les commerciaux doivent aussi changer leur discours, parce qu'aujourd'hui, le marketing n'a pas complètement intégré et embarqué la décarbonation, donc il faudra qu'ils le fassent. Il faut pour ça qu'ils soient formés, qu'ils aient réfléchi à comment le faire. Donc, il y a ces besoins de formation qui sont évidents. Mais il y a aussi une poussée qui peut venir des salariés. Il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles il y a des salariés qui demandent à ce que l'entreprise aille plus vite dans sa décarbonation. Et donc, c'est quelque chose qui est connu. Les entreprises de PE le voient et l'utilisent. C'est-à-dire que c'est aussi un des moyens d'acceptation d'un certain nombre de transitions, parce que le changement est toujours difficile dans toutes les situations et dans toutes les entreprises. Et donc, c'est aussi un des moyens d'accélérer cette transition. Donc, voilà ce que je voulais dire pour le début. Merci beaucoup, Claire Tutoni, pour d'avoir posé ces différents drivers des entreprises, des transformations d'entreprises, donc qui sont le marché, les actionnaires et les salariés. Je pense qu'on pourra revenir sur la question de l'actionnaire et des salariés avec Quentin Parinello plus tard. Mais juste avant, je vais passer la parole à Édouard Faudrin pour continuer un petit peu sur l'engagement volontaire des entreprises, pas forcément des parties prenantes, mais aussi en interne, des entreprises qui veulent vraiment changer leur stratégie, évoluer vers des bas carbone. Je sais que vous les accompagnez. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous faites pour les accompagner et en faire des actrices de la transition? Merci du coup, Aurore. Effectivement, nous, la question est pour du coup apporter des éléments plus concrets aux entreprises sur cette question de la transition bas carbone. À l'ADEME, du coup, au moment de la COP21, on s'est dit qu'il fallait aussi outiller les entreprises, les acteurs économiques sur le sujet de la transition bas carbone. Et donc, du coup, on a développé l'initiative ACT, Assessing Low Carbon Transition. Alors, elle est en anglais parce que c'est une initiative internationale qu'on développe avec le CDP et qui est inscrite à l'agenda des solutions de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc l'idée, c'était effectivement, Claire Tutoni parlait des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, d'aller au-delà des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, au moment de la COP21 et même avant, on voyait des engagements volontaires des entreprises sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et on voulait voir aussi comment ces engagements s'inscrivaient par rapport à l'accord de Paris et s'ils étaient compatibles du coup avec l'accord de Paris. Donc c'était vraiment le point de départ de l'initiative ACT. Et du coup, l'idée, c'est d'évaluer du coup une stratégie élaborée par une entreprise pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et l'évaluer et voir si elle est alignée, compatible avec les accords de Paris et du coup avec les trajectoires de transition bas carbone définies au niveau sectoriel. Donc j'ai juste une slide, je vais pas faire une présentation, mais juste une slide qui illustre quand même du coup la mécanique d'ensemble. Je vais vous la partager du coup à l'écran. J'espère que ça va marcher.
Dites-le moi si ça ne marche pas. Et donc du coup, dans ce dispositif, on essaie de capter la dynamique de l'entreprise sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'elle prévoit de faire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Donc là, c'est plutôt les objectifs. Comment elle prévoit d'y arriver? C'est son plan de transition. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Ça, c'est le côté présent actuel. Et qu'est-ce qu'elle a récemment entrepris? Et quelle est la cohérence d'ensemble? Donc, on essaie de capter la dynamique de l'entreprise sur la question de la transition bas carbone et de la stratégie de décarbonation passé, présent, futur. Et du coup, c'est une évaluation, donc on obtient une note qui est décomposée en trois parties, hein. Ici, c'est la note maximale de 20 à plus. La première partie, c'est la note de performance. En fait, ça correspond vraiment à l'alignement de la stratégie de décarbonation de l'entreprise par rapport à l'accord de Paris. Et donc, on va regarder ce qui nous semble être important ce qui nous semble être important en termes de stratégie, avec 9 piliers qui nous semblent nécessaires à analyser. Le premier, c'est les objectifs. Est-ce qu'ils sont présents et est-ce qu'ils sont alignés avec les trajectoires de transition sectorielle, les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Et puis ensuite, Axe veut aller au-delà de la question de l'engagement et veut évaluer aussi le plan de transition de l'entreprise, c'est-à-dire les actions qu'elle va mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, on va regarder par exemple l'investissement matériel. Là, ça rejoint du coup ce que disait Claire Tutenuy et puis Marie Lebec sur les investissements. On va regarder le parc de production. On va regarder si les investissements réalisés par l'entreprise vont lui permettre effectivement, vont être des investissements dans l'orientation d'une décarbonation de son activité. Ensuite, on va regarder l'investissement immatériel. Donc là, ça rejoint aussi le pilier qui était cité sur l'innovation. On va regarder les investissements en termes de R&D. Est-ce que c'est suffisant en termes d'investissement R&D sur la transition bas carbone? Et puis, on va, selon aussi des fois les enjeux, parler aussi de formation. Ça a été dit aussi par Marie et par Claire tout à l'heure. Donc, c'est des choses qu'on regarde. On va regarder la performance du produit que vend l'entreprise sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, après, on a des indicateurs plus qualitatifs sur comment l'entreprise travaille sur cette question de la transition bas carbone en interne, donc son management de la transition en interne, comment il se fait, quelle est la gouvernance derrière, comment elle travaille avec ses parties prenantes, donc directes, donc les fournisseurs et les clients sur ce sujet-là pour l'aider à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, comment elle s'engage publiquement sur le sujet et est-ce qu'elle réfléchit ça c'est ultra important, à des nouveaux business models qui lui permettront d'être toujours viable dans une économie bas carbone. Donc voilà, ça donne la note de performance. Je vais passer très rapidement sur la note d'évaluation c'est une évaluation, donc c'est fait par un évaluateur, donc lui il va apporter son regard externe sur la cohérence de la stratégie qu'il a évaluée. Et puis la note de tendance, voilà, c'est un peu plus simple à considérer, c'est voilà, la dynamique dans laquelle s'inscrit l'entreprise, est-ce que c'est plutôt une dynamique positive, stable ou négative. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on a développé depuis la COP, qui est sectoriel, donc on est en train de développer toutes les méthodologies pour couvrir d'ici l'année prochaine tous les secteurs d'activité. On en a déjà beaucoup dans le panier, entre guillemets, surtout les secteurs qui sont émetteurs, hein. Je pense à l'électricité, je pense du coup aussi à la construction automobile, au transport. Voilà, on a déjà un plan on a déjà développé pas mal de méthodologies sectorielles. Il nous en reste quelques-unes à faire d'ici l'année prochaine. Et donc tout ça pour aider les entreprises à travailler sur la question de la transition bas carbone. C'est au début un référentiel d'évaluation. Maintenant, on essaye aussi, donc au-delà de l'évaluation de la stratégie de l'entreprise, on souhaite aussi travailler avec elle sur soit l'élaboration ou l'amélioration de sa stratégie, puisqu'en fonction des résultats obtenus, on peut identifier des points forts, mais aussi des points d'amélioration. C'est pour ça qu'on est en train aussi de développer une initiative qui s'appelle Acte pas à pas, qui est vraiment la complémentaire à l'initiative et qui veut du coup là plus aider l'entreprise à élaborer ou à construire ou à améliorer sa stratégie de décarbonation. Peut-être un dernier point du coup sur la décarbonation, ça a été notamment dit en introduction. C'est important de travailler à la décarbonation au niveau international,
l'ensemble des entreprises, mais c'est également important de travailler aussi avec la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Et on a fait du coup aussi des travaux pour intégrer la stratégie nationale bas carbone dans ce dispositif et pour aider du coup les entreprises à s'inscrire dans cette SNBC. Et donc du coup, on arrive effectivement aussi à quelque part à travailler sur des trajectoires et des budgets carbone définis au niveau national. C'est ce qu'on a fait avec notamment des PME et des ETI. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et du coup de travailler beaucoup plus finement sur une décarbonation à l'échelle d'un pays. Merci beaucoup, Édouard Faudrin, pour la présentation de cette initiative et des démarches d'entreprises qui agissent pour décarboner leurs activités. On voit donc avec Claire Tutenuy et Édouard Faudrin que beaucoup d'entreprises s'engagent volontairement pour la transition. Aujourd'hui, on est face à une urgence climatique, on sait qu'il faut faire plus, qu'il faut faire plus vite, qu'il faut aller plus loin. Ces entreprises n'y arriveront pas toutes seules, elles ont besoin de parties prenantes qui les aident, des pouvoirs publics comme l'ADEME qui les soutiennent. Mais est-ce qu'on a d'autres leviers pour obliger toutes ces entreprises, en tout cas qui ne s'engagent pas forcément volontairement, qui n'ont pas encore conscience, ou en tout cas qui ne sont pas encore engagées dans la transition, comment les faire s'engager, comment les faire en sorte qu'elles transforment leur stratégie? On a parlé parties prenantes, on a parlé gouvernance, donc je pense que c'est des sujets que vous connaissez bien. Je vous laisse la parole, Quentin Parinello, sur cette question. Oui, merci beaucoup Aurore. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un sujet essentiel dans le cadre de la transition et c'est essentiel d'échanger avec des représentants, avec la représentation nationale, avec des experts, avec les entreprises sur ce sujet. Je voudrais commencer par 2 constats avant d'aller évoquer les drivers et notamment enchaîner sur ce que Claire Tutenuy a dit, puisqu'il y a pas mal de points d'accord, y compris avec les entreprises sur ce sujet. Mais sur les 2 constats, premièrement, c'est qu'on est face à une double crise. On n'est pas simplement face à une crise climatique, on est aussi face à une crise des inégalités. Si on retrouve le niveau de croissance qu'on avait avant la crise, il faudra environ 200 ans pour éradiquer la pauvreté. Or, si on veut respecter les limites planétaires, on a moins de 10 ans pour changer en profondeur notre modèle économique. Et tout l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'adapter notre modèle économique aux limites planétaires, c'est aussi de le faire en tenant compte des salariés, en tenant compte des plus vulnérables. Et du coup, ça appelle à un changement en profondeur de notre modèle économique. Sinon, on risque de revivre ce qui s'est passé non seulement en France avec les Gilets jaunes, mais dans beaucoup de pays sur l'exacerbation des inégalités. Premier constat. Second constat, les entreprises n'en font pas encore assez. Ce n'est pas un constat qui est fait par Oxfam, c'est un constat qui est fait par un ensemble d'instituts internationaux, y compris I4C, y compris le CDP, qui estime que les entreprises au niveau européen, par exemple, devraient au moins doubler leur volume d'investissement dans la transition bas carbone si elles veulent atteindre les objectifs européens. Sachant que les objectifs européens sont légèrement en deçà des objectifs de l'accord de Paris, donc on est plutôt sur une approche conservatrice. Face à ce double constat, il faut se poser la question à la fois du rôle de l'État et du rôle des entreprises. Sur le rôle de l'État, premièrement, il y a un rôle de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est très bien qu'il y ait des entreprises, via des initiatives volontaires, qui s'engagent. C'est nécessaire, ça montre que c'est possible. Mais aujourd'hui, on a besoin d'embarquer toutes les entreprises dans une logique de transition. Et c'est à l'État de mettre en place des mécanismes pour faciliter cette transition. C'est à l'État de demander aux entreprises de mettre en place des stratégies d'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris et à les publier, notamment pour qu'il y ait un droit de regard de la société sur ces sujets. Évidemment, ce n'est pas à l'entreprise uniquement de mettre en place ces transformations, il faut un accompagnement de l'État, un cadre économique. Claire Tutenuy le mentionnait, Marie Lebec aussi. On a besoin d'avoir des signaux prix qui soient crédibles. Pour ça, il faut évidemment encourager des modèles économiques performants, des modèles économiques qui s'alignent avec les objectifs de l'accord de Paris, mais il faut aussi se poser la question sur qu'est-ce qu'on encourage comme politique publique, qu'est-ce qu'on met en place comme politique publique qui encourage une exacerbation des émissions fossiles. Donc, on a encore aujourd'hui énormément de subventions aux énergies fossiles. Marie Lebec parlait de l'export tout à l'heure. On subventionne encore des entreprises fossiles, on subventionne du pétrole encore en garantie export. C'est également le cas en termes de niche fiscale. Donc, il faut avoir une approche globale sur ce sujet. Petite parenthèse sur le sujet de la taxe carbone aux frontières, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est évidemment une bonne chose pour remettre un véritable coût des produits
et mettre en place une compétitivité saine. Attention aux effets de bord sur les pays en développement et attention surtout à ne pas attendre ce mécanisme trop longtemps. On a trop de fois vu des mécanismes qui étaient bloqués au niveau européen et on peut commencer déjà au niveau français à remettre à plat notre système fiscal sur ce sujet. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas uniquement le rôle de l'État, c'est aussi le rôle des entreprises. Claire Tutegnuy parlait des actionnaires tout à l'heure. Moi, je ne crois pas aux bonnes entreprises et aux mauvaises entreprises sur ce sujet-là. On a un modèle économique qui favorise une vision très court terme de l'économie. Et si on veut s'attaquer de front au sujet de la transition écologique des entreprises, il va falloir également se poser la question du fonctionnement de ce modèle économique. Encore une fois, ce n'est pas une analyse qui est uniquement faite par Oxfam. Il y a un rapport très récent de la Commission européenne qui montrait que le court-termisme économique faisait que des entreprises européennes dédiaient des parts de plus en plus grandes de leurs revenus à rémunérer leurs actionnaires et que ça avait un impact, parce qu'en soi, rémunérer les actionnaires, pourquoi pas, mais que ça avait un impact sur la résilience de l'entreprise, ça avait un impact sur les niveaux d'investissement de l'entreprise qui étaient en baisse, alors même qu'on a un besoin d'augmenter les volumes d'investissement, en particulier dans la transition bas carbone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer au modèle économique des grandes entreprises? C'est s'attaquer à un modèle économique qui met l'intérêt des actionnaires avant celui de la société. Il y a déjà des éléments qui ont été discutés lors du quinquennat et c'était notamment sur des travaux où Marie Lebec avait une place proéminente. Je pense notamment à la loi Pacte où on a changé l'objet social des entreprises. Ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a mis en place un cadre législatif qui donne aux entreprises et aux dirigeants des entreprises la possibilité de dire « Ok, on tient compte de l'intérêt des actionnaires, mais on tient compte aussi de l'impact sur l'environnement et de l'impact sur la société. » Maintenant, il faut s'attaquer aux drivers sous-jacents de ce modèle économique pour que les entreprises soient à même de mettre en place des programmes d'investissement beaucoup plus ambitieux. Quels sont ces drivers sous-jacents? Le fait qu'au sein des instances de décision des entreprises, on a une surreprésentation des intérêts des actionnaires et une sous-représentation des intérêts des salariés. C'était évoqué dans la loi Pacte, mais la France est relativement en retard sur le sujet. C'est-à-dire qu'en Europe, on a environ un tiers de salariés dans les instances de décision. Au sein du CAC 40, on est entre 12 et 14%, y compris en prenant en compte l'impact de la loi Pacte. Et en France, en général, on est plutôt dans l'ordre de 10%. Donc, réintégrer une vision long terme au sein des instances de décision, premièrement. Deuxièmement, réindexer la rémunération des dirigeants sur des objectifs de long terme. On a des dirigeants qui sont de plus en plus incités aujourd'hui à tenir compte des intérêts boursiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une rémunération de plus en plus indexée sur des performances boursières de très court terme. Or, on a un fonctionnement de la bourse qui ne tient pas compte des intérêts de long terme. Deuxièmement. Et troisièmement, et c'est là où on a une opposition avec Claire Tutegnuy sur le rôle des actionnaires, évidemment, on a besoin d'embarquer les actionnaires. Mais on a aujourd'hui des modèles économiques d'actionnaires qui sont inscrits pour faire du très court terme. C'est leur manière de faire. Et donc, si on n'intervient pas, si on n'encadre pas ces éléments, en tenant compte des temps de détention des actions pour la rémunération, en tenant compte des temps de détention des actions pour les droits de vote, en enclenchant ces dynamiques-là, et c'est déjà discuté, on n'y arrivera pas. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut avoir en tête, sinon on va se retrouver sur un modèle économique où on a des entreprises qui continuent de puiser dans leurs réserves pour rémunérer leurs actionnaires, comme on l'a vu en crise, et ce n'est pas un problème français, hein, c'est un problème international, alors même qu'il y a des besoins de plus en plus grands d'investissement au niveau international. Voilà sur le panorama que je voulais faire. Et donc, pour conclure, il y a effectivement un rôle de l'État, mais pas seulement, il y a un rôle de s'attaquer au modèle économique des entreprises pour être sûr qu'elles prennent en compte des éléments long terme dans leur stratégie et qu'elles le fassent de manière à ce que ça ne soit pas un boulet en termes de compétitivité. Merci beaucoup, Quentin Tarinello, pour ces différents points. Je pense que Claire Tutegnuy, en tant que représentant d'entreprise, répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que vous parlez de la gouvernance des entreprises, qu'il faut modifier les modèles économiques. Comment est-ce que l'entreprise, elle, s'approprie ces sujets? Est-ce qu'elles sont prêtes à se transformer? Et sinon, de quel soutien, quelles contraintes est-ce qu'elles auraient besoin, peut-être des pouvoirs publics, sans forcément avoir l'impression d'être brimées ou d'être punies? Claire. Alors, EPE travaille sur les questions d'environnement, pas sur l'ensemble des questions de gouvernance et en particulier pas spécialement pas sur les questions d'inégalité, donc je ne vais pas répondre sur cette question-là. Néanmoins, c'est clair que la gouvernance des entreprises doit embarquer la transition écologique et commence à le faire. C'est-à-dire qu'on voit dans les rémunérations des dirigeants des éléments sur les émissions et sur les stratégies d'émissions.
Il y a d'autres éléments, donc on est d'accord. On pense que la transition écologique, la réflexion qu'on a, c'est qu'elle est tellement urgente qu'on n'a pas le temps de changer la nature humaine, et donc que c'est plutôt vers des solutions de capitalisme régulé qu'on devrait aller, parce que ça d'abord, ça a montré son efficacité pour embarquer des crises sociales, on l'a vu dans le passé. Donc les crises sociales ont réussi à être gérées avec de la régulation du capitalisme, et la crise environnementale doit pouvoir être gérée également avec une régulation du capitalisme qui, bien sûr, comprend du prix du carbone, mais comprend différentes choses qui vont orienter les décisions de l'ensemble des acteurs. Et je crois que c'est le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qui est extrêmement parlée du plan de relance dans l'action publique, les marchés publics, les décisions publiques. La transition écologique, elle doit être inscrite non pas seulement dans un plan de relance ponctuel, mais dans l'ensemble des décisions économiques des acteurs publics. Les marchés publics sont des marchés extrêmement importants qui drive, qui conditionnent les investissements de nombreuses entreprises, et donc l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, elle va être structurante pour l'ensemble des professions. Donc c'est pas seulement l'idée de faire un plan, mais c'est l'idée de transformer l'ensemble des décisions des acteurs, de la même façon qu'on dit qu'on doit transformer l'ensemble des décisions dans les entreprises. Tous les investissements doivent porter la marque de cette transition. Et ce qui veut dire aussi que je vais faire un petit commentaire sur les questions d'investissement. Les entreprises, pour investir, il ne suffit pas d'une incitation. C'est comme un particulier, il ne va pas rénover sa maison parce qu'il y a une aide. S'il pense à rénover sa maison, ça va peut-être déclencher, mais il faut d'abord qu'il y pense et qu'il soit habitué à l'idée, etc. Les entreprises vont être d'autant plus enclines à investir qu'elles ont une perspective de durabilité, qu'elles ont une perspective d'un marché qui va durer longtemps et qui est crédible et sur lesquels, oui, on va prendre le risque que cette politique va durer en effet dans le temps. Et donc, je prends l'exemple, par exemple, de la rénovation du bâtiment. Des politiques d'incitation par des subventions sont un peu efficaces à court terme, bien sûr, elles vont déclencher quelques chantiers, mais si on se dit que dans 3 ans, il n'y aura plus les mêmes montants qui vont être mis, et on a vu les aides à la rénovation avoir des hauts et des bas dans le passé, on n'est pas très incité à se transformer en profondeur, à acquérir des nouvelles compétences, à investir dans de nouveaux outils. Donc, d'où la recommandation qui est dans ZEN 2050, qu'il faudra passer à un système d'obligation plus ambitieux que ce qu'il y a aujourd'hui sur le tertiaire ou sur les passoires énergétiques. C'est-à-dire que c'est tout le parc qu'il va falloir faire monter. Donc, cette question d'obligation, elle devra rentrer dans le débat dans pas trop longtemps. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat l'a mis en débat. Donc, c'est un sujet actuel sur lequel, parce que c'est une obligation, ça, on sait que ça dure. On sait, on va obliger à tout le parc à se remonter. On sait que ça va créer des marchés et là, on stimule des investissements des entreprises. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans stimulation du marché. C'est pas juste pousser, c'est vraiment créer des structures importantes qui vont impliquer la gouvernance des entreprises. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Sur le marché financier, c'est vrai qu'il y a des marchés de court terme, mais c'est vrai que les marchés de court terme ont des impacts de long terme et structurants. Il y a un exemple, depuis 2015, les actionnaires, AXA a dû être le premier, a dit « j'exclus le charbon de mon portefeuille, je sors du charbon. Je n'investis plus dans une entreprise qui reste dans le charbon ». Donc voilà, ils ont sorti ça. Ils ont été suivis par pas mal d'autres investisseurs. Le résultat, c'est que la capitalisation boursière de l'ensemble du secteur du charbon a été divisée par 2. Ce qui veut dire que l'ensemble des marchés financiers, l'ensemble des actionnaires sont en train de se détourner du charbon et que de ce fait, il y aura moins d'investissements, et ça c'est au niveau mondial. Donc c'est important parce que le charbon, ce n'est pas en France qu'on investit, c'est en Inde, c'est en Afrique du Sud, etc., en Chine. Et donc l'ensemble du secteur du charbon est en train de s'affaiblir petit à petit, et c'est le résultat d'une accumulation de décisions de court terme. Donc, c'est vrai qu'il y a des décisions de court terme, mais l'ensemble donne quand même des trends assez forts. Et le marché pétrolier, forcément, un jour ou l'autre, suivra le même destin. Alors, on peut se dire que ce n'est pas assez rapide. Et là, les politiques publiques ont un grand rôle à jouer, mais les marchés réagissent sur le fond. Merci beaucoup, Catherine. J'aimerais repasser la parole à Quentin Parigno sur la question de comment mettre en place ce cadre contraignant qui concerne à la fois les investisseurs et entreprises
Qu'est-ce que tu en dis peut-être des pouvoirs publics? On voit que les entreprises, même les investisseurs, n'ont pas forcément s'engager naturellement, volontairement. Est-ce que vous avez réfléchi à l'intervention des pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'avoir un cadre contraignant, peut-être en discussion avec l'entreprise volontaire? Oui, merci beaucoup. Déjà pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur notamment le charbon, c'est notamment via la pression de la société civile, via les déclarations des pouvoirs publics que ça s'est fait, et c'est ce qu'on attend sur le pétrole notamment. Et c'est là où, lorsqu'on dit ça viendra un jour ou l'autre, le problème c'est que un jour ou l'autre, on n'a plus beaucoup le temps. Et c'est typiquement un enjeu sur lequel on attend l'État pour donner des signes, mais aussi pour réguler et pour imposer aux acteurs financiers le fait de désinvestir des fossiles. Sur le rôle de l'État plus généralement, on est à un moment charnière parce qu'on a, et Marie Lebec l'a rappelé, on a un plan de relance qui met sur la table un montant d'argent public qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'ensemble des projets de loi de finances pour finalement relancer notre économie. Toute la question, c'est comment on relance notre économie, quelle relance on veut, vers quel objectif on tend. Il y a 30 milliards de ce plan qui sont sur un volet écologique. Il y a 70 autres milliards qu'il faut conditionner pour aller vers des objectifs de transformation de l'économie. Et c'est toute la demande de la société civile, toute la demande des associations qui sont notamment membres du réseau Action Climat, pour mettre en place des éco-conditionnalités, des socio-conditionnalités, pour transformer les modèles économiques des entreprises. Je vous donne un exemple. La mesure la plus structurante de ce plan de relance, c'est la baisse des impôts de production. Cette baisse, elle est pérenne, donc contrairement au reste des mesures, c'est 10 milliards chaque année, avec un impact assez important sur l'ensemble des deniers publics. Donc il y a une question de financement de cette mesure qui va se poser à l'avenir. Mais surtout, cette baisse, elle interroge parce que finalement, elle donne la même chance à un acteur qui a déjà enclenché sa transition écologique et à un acteur qui ne l'a pas fait. On avait réagi au moment de l'annonce en disant ça donne la même chance à Total qu'à Biocop pour schématiser. Mais non seulement… Pardon ? Total a enclenché sa transition. Total a enclenché sa transition, mais n'est pas encore sur une trajectoire 1,5 degré. Mais sur cet enjeu, non seulement ça donne la même chance, mais ça va profiter beaucoup plus aux secteurs les plus polluants. C'est-à-dire que les plus gros contributeurs aujourd'hui d'impôts de production, ce sont les secteurs hydrocarbures, les secteurs de la finance, pas forcément ceux qui ont été les plus marqués par la crise, mais en tout cas, c'est à eux qu'on va donner plus de moyens pour la suite. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est de se dire comment on met en place dans le plan de relance, dans les aides aux entreprises, que ce soit la baisse des impôts de production ou l'ensemble des aides aux entreprises. On a identifié entre 15 et 20 milliards, outre les impôts de production, d'aides aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Comment on met en place des conditionnalités pour que cette aide, elle aille aux entreprises. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est évident qu'il faut aider les entreprises en ce moment, mais que ces entreprises, elles s'en servent pour transformer leur modèle économique, pour mieux partager les richesses et pour tenir compte des limites planétaires. Le problème aujourd'hui, c'est que si on compte sur une charte d'engagement des entreprises, on va retomber sur un modèle du CICE, c'est-à-dire où on demande de bonne volonté aux entreprises d'utiliser les deniers publics pour transformer leur modèle économique, mais ça ne marche pas. On a vu, il y a un rapport de France Stratégie très récemment qui a expliqué que l'argent du CICE n'avait pas réussi à créer plus de 100 000 emplois au cours du dernier quinquennat et n'avait pas eu d'impact significatif sur l'investissement. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en place ces conditionnalités, notamment sur le volet écologique, en demandant la publication d'un plan de transformation d'entreprise où l'entreprise explique comment, avec les deniers publics, elle va transformer son modèle économique pour tenir compte des limites planétaires. Merci beaucoup. On aborde un sujet d'actualité, je pense, qui fera aussi un sujet de conclusion, qui est le plan de relance. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que les entreprises vont faire face à un défi d'ampleur, à la fois une activité, une situation économique très dégradée, avec une baisse d'activité, perte de bénéfices et parfois aussi même des licenciements, nécessité de licencier. On se demande en effet comment est-ce qu'elles peuvent garder un objectif climat dans leur stratégie, au cœur de leur stratégie. Peut-être pour terminer, un petit mot d'Edouard Faudrin. Et je ne sais pas si Madame Marie Lebec, vous voulez peut-être rebondir en conclusion sur ce qui a été dit, sur les gages que vous donnez au plan de relance pour qu'il soit pleinement écologique en faveur de la transition. Et avant, peut-être, Edouard, sur aussi le représentant des pouvoirs publics, de l'ADEME, sur le plan de relance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'ADEME pourra soutenir les entreprises dans cette transition avec toute cette enveloppe? Oui, merci Aurore. Effectivement, sur cette question de la transition,
transition écologique et transition bas carbone en particulier. Il y a effectivement cette réelle opportunité du plan de relance, hein, avec 30 milliards sur l'environnement. Bruno Le Maire a parlé et on a parlé du coup aussi du volet sur la décarbonation de l'industrie. C'est vraiment une réelle opportunité maintenant pour travailler et pour accélérer la transition. Nous, du côté ADEME, on va se retrouver du coup, et on est très heureux du coup de gérer quelques fonds. Certains fonds existaient déjà, ils ont été renforcés, d'autres ont été créés, comme aussi le fonds décarbonation et le fonds aussi sur le tourisme. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une réelle opportunité. Maintenant, l'enjeu, ce serait l'accompagnement des pouvoirs publics via des appels à projets, via la sélection de projets pertinents, via la sélection de la part des entreprises des bons investissements en termes d'outils productifs ou autres. C'est ça qui va être clé. Ça a été dit, l'investissement qu'on fait maintenant sur le parc de production, on va le retrouver pendant plusieurs dizaines d'années, voire jusqu'en 2050. Donc, il ne faut pas se tromper maintenant. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Donc, de vraiment de profiter de cette opportunité pour faire les bons choix et inscrire vraiment les entreprises et l'industrie dans la transition bas carbone. Il y a ce volet financier, clairement, il est très important, c'est une opportunité. Après, je pense que c'est aussi, et dans le rôle des pouvoirs publics et de l'ADEME en particulier, c'est de construire aussi un écosystème pour accompagner, pas uniquement financièrement, puisque l'ADEME, historiquement, accompagne financièrement les entreprises. Je parlais de Acte tout à l'heure, on accompagne aussi les entreprises dans les évaluations Acte, dans les travaux sur la réflexion de stratégie climat. Donc voilà, ça, c'est notre rôle. Mais on doit aussi créer un écosystème pour les entreprises pour qu'elles ne soient pas, entre guillemets, toutes seules à travailler sur ce sujet-là. Donc en développant un écosystème il faut qu'il y ait des bureaux d'études qui soient formés, qui soient compétents sur ces sujets-là, qui progressent aussi sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait des organismes de formation pour les entreprises. Les investisseurs font partie aussi de l'écosystème, puisque nous, on imagine, j'ai décrit Acte en début de table ronde, c'est un outil pour nous, pour les entreprises, pour travailler sur la stratégie, évaluer et travailler sur la stratégie, mais aussi c'est un outil de dialogue pour nous, entre les investisseurs et les entreprises, de manière à mieux dialoguer et à progresser ensemble sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des investisseurs institutionnels qui se sont engagés aussi dans la démarche Acte. Donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est effectivement la possibilité d'accompagner financièrement les entreprises, mais également de créer aussi cet écosystème qui va permettre aux entreprises de travailler avec d'autres acteurs, de travailler avec d'autres entreprises et de progresser ensemble. Et ça, je pense que c'est un point important des pouvoirs publics aussi, et c'est ce qu'on met en place, notamment sur Acte que j'ai décrit, c'est des choses qu'on met en place. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot de la fin en vraiment 1 minute, Marie Lebec, pour essayer de rebondir. C'est un challenge. Oui, merci d'abord à l'ensemble des intervenants pour ces débats qui étaient vraiment très, très riches et très intéressants. On voit bien effectivement les différents enjeux qui traversent cette question de la décarbonation de l'économie. Peut-être juste quelques réflexions pour conclure de ce que je tire de vos propos. Déjà rappeler qu'effectivement, il y a sur les 100 milliards, 30 milliards d'aides directes, si on pouvait le qualifier comme ça, à la transition écologique, mais que les 70 autres milliards n'ont pas vocation non plus à défaire ce qui est fait par les 30 premiers milliards. Il faut vraiment qu'on ait ce dialogue exigeant avec les acteurs économiques et qu'on trouve la voie justement de dire comment est-ce qu'on peut maximiser, dans le cadre d'une volonté de mener à bien cette transition écologique, ces 100 milliards. Et je pense honnêtement que les acteurs économiques sont prêts à jouer le jeu. Moi, je me rappelle du prêt de garantie de l'État. Quand il a fallu venir en soutien de Renault, on a été aussi en capacité d'avoir un discours qui était exigeant et aussi la compréhension par cette entreprise de justement être en capacité de cocher un certain nombre de cases ce qui leur a été demandé. Donc ça, c'est la première chose. Je reviendrai aussi sur le fait de dire les impôts de production, c'est effectivement un outil. C'est bien sûr pour les entreprises, c'est un bon signal. On a eu le débat avant même de parler de la crise et du plan de relance, de dire comment est-ce que on fait pour attirer des investisseurs, attirer des sites en France. Et on sait que les impôts de production, c'était un des enjeux majeurs pour justement que produire en France ne soit pas plus cher que produire ailleurs. Mais quand vous libérez aussi ces marges de manœuvre, vous donnez les moyens aux entreprises de travailler, d'investir, d'innover et
notamment dans les process de transition écologique. Peut-être rassurer Quentin Parinello, dire que le débat sur la conditionnalité des aides, il peut avoir lieu dans le cadre du plan de relance, mais de toute façon, il aura lieu surtout dans le cadre des débats à l'Assemblée. Il y a une mission d'information qui doit avoir lieu sur le sujet, ne serait-ce que parce que ça nous interroge plus globalement, au-delà de là, cet argent qui doit venir soutenir les économies, soutenir les entreprises, soutenir les emplois. Je crois qu'il interroge plus globalement tout notre modèle. Ce qu'on se disait tout à l'heure sur les questions d'aide publique à l'export et de la réflexion qui avait été engagée sur ce sujet, elle a eu lieu avant le début de la crise parce qu'effectivement, on est persuadé que c'est aussi les premiers temps pour rebâtir notre modèle. Donc voilà un petit peu les différents enjeux. Moi, je crois vraiment, et j'en suis persuadée, qu'on est en capacité d'avoir un dialogue qui soit exigeant avec les entreprises, mais qu'on a tout intérêt à mettre à disposition un certain nombre d'outils pour qu'elles s'en emparent. Nous, les parlementaires, être en capacité de faire le contrôle que ces outils soient bien utilisés aux fins que l'on se fixe, notamment la transition écologique, mais qu'on sera toujours plus efficace à faire avec les entreprises qu'à faire contre elles. Et je crois que le plan de relance, c'est une bonne opportunité pour essayer d'initier cette nouvelle relation. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants et aux organisateurs pour cet événement et cette table ronde. C'est l'heure de conclure la table ronde. Je vous invite à rester connectés pour la prochaine table ronde sur l'industrie lourde et comment est-ce qu'elle peut répondre à ces objectifs climat. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.